soir donc a été décerné d'inauguration le nom, pardon pas le nom, n'a pas été décerné, pardon, a été révélé, pardon, le nom de Julie Doucet, qui est la nouvelle donc présidente de cette 49e édition et qui va succéder à Chris Ware. Alors, on avait le choix entre 3 femmes cette année, entre Pénélope Bagieux, Catherine Meurice et donc Julie Doucet, et c'est finalement la Canadienne Julie Doucet qui va donc succéder à Chris Ware. Alors, à 56 ans, Julie Doucet a derrière elle un passé chargé entre des études d'art plastique à Montréal, dont elle est originaire, et une œuvre éminemment atypique, outrée, trash même diront certains, et qui va pendant très longtemps la confiner dans le créneau de la bande dessinée underground, aussi bien de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre. C'est avec Dirty Plot qu'elle s'approche l'une des premières, on va dire, de l'autobiographie en bande dessinée. On est en 1991, puis elle y raconte en anglais comme en français sa vie quotidienne, à une époque où donc ce n'est pas encore l'habitude dans le monde de la bande dessinée. En 91, elle est publiée par l'éditeur Drone & Quarterly et en France par l'éditeur L'Association. Ciboire de Chris, L'affaire Madame Paul et bien sûr Maxi Plot sont édités en France et aujourd'hui réédités chez le même éditeur afin de découvrir un ton libre, incomparable et féministe que d'aucuns jugeront parfois violent, noir ou underground, mais qui vraisemblablement a séduit ses pairs et ses consoeurs. Hélas, Julie Doucet n'a plus fait de bande dessinée depuis l'an 2000, depuis donc 22 ans. Alors, un petit espoir, on espère que cet hommage de la profession lui redonnera goût donc au 9e art. Merci, j'aime beaucoup ce... Voilà, donc Nejib, bonjour. Bonjour. Alors Nejib, on va vous présenter un petit peu. Vous êtes le premier invité de cette programmation exceptionnelle, donc qui est toute dédiée à ce festival de la bande dessinée. Et vous êtes l'auteur aux éditions Gallimard d'une série qui s'intitule Swan et dont les 2 premiers volumes sont déjà parus. L'un en 2018 qui s'intitule Le buveur d'absinthe et le second donc en 2020 qui s'intitule Le chanteur espagnol. Et je crois savoir que le déjeuner sur l'herbe est prévu pour le 13 avril 2022. Tout à fait, c'est ça. Ça sera le dernier ? Ça sera le dernier. Après, c'est pas une fin où tout le monde meurt, donc voilà, on ne sait jamais. Hein, peut-être qu'il y aura un reboot ou je sais pas quoi dans quelques années. Mais oui, je clôt en gros tout le récit. Alors, le récit, c'est une drôle d'histoire. Je vais tâcher en très peu de mots de la résumer, puis vous la redévelopperez à votre aise. On est en 1859 à Paris. On a 2 Américains, 2 frères, un frère et une sœur, Scotty et Swan, évidemment, Manderley, qui débarquent à Paris pour y apprendre la peinture. Et c'est le prétexte à les amener finalement à se confronter à cette espèce d'émulsion, si j'ose dire, artistique. Et donc, pêle-mêle, on va croiser Delacroix, Monet, Degas, qui est leur cousin, puisqu'il y a une branche américaine chez les Degas. Oui. Alors, tout cela est véridique pour la branche américaine. En revanche, donc, toutes ces situations dans lesquelles on voit apparaître Courbet, Ingres, Delacroix, Rosa Bonheur, Couture, Boudin, tous ces éléments sont fictifs. Donc pourquoi être allé chercher finalement à inventer un couple imaginaire d'Américains en goguette à Paris plutôt que d'entrer directement dans ce prestigieux panthéon de la peinture ? D'abord, la première chose, c'est que je voulais faire une forme qui se rapproche du feuilleton. Donc, il fallait des péripéties, il fallait des personnages hauts en couleur, il fallait des obstacles, des choses comme ça. Et donc, assez vite, j'ai d'abord choisi une femme, parce que le monde de l'art, à l'époque, est quasi pas totalement interdit aux femmes, mais disons que c'est très, très difficile d'y entrer. Et puis, une étrangère aussi, pour qu'on soit un petit peu avec elle, en fait, qu'elle ait le même regard sur ce Paris qui est la capitale de l'art, et donc quelle est cette naïveté en arrivant dans ce monde-là. Et puis tout simplement, c'est parce que j'adore la fiction, donc le documentaire m'intéresse, mais je préfère utiliser des éléments documentaires comme dans la grande BD historique de Cortot à Alix, et utiliser les zones d'ombre de l'histoire pour pouvoir y développer des personnages et des idées. Alors, vos héros ne sont pas des héros sans tâche et sans reproche, et c'est ce qu'on aime. Il y a une certaine épaisseur psychologique, et entre autres, donc Swan, l'héroïne,
est un petit peu dur avec son frère. Alors on va situer, le père est américain, c'est un peintre frustré qui découvre que son fils est homosexuel, qu'il entretient une aventure et une correspondance avec un jeune homme, et il expédie tout le monde en France pour un petit peu faire taire une espèce de scandale, et elle use de finalement des lettres qu'elle détient pour exercer un chantage sur son frère. Donc non seulement, je veux dire, vos héros sont pas sans peur, sans tâche et sans reproche, mais ils sont cruellement humains et voire un peu veuls. Oui, je me suis inspiré de... Bon, j'ai beaucoup lu la littérature de l'époque, de Zola, Balzac, à Maupassant. Dans Bel Ami, c'est des choses comme ça qu'on trouve. Et puis, c'était aussi dire que ce personnage féminin utilise aussi les moyens qu'elle a, en fait, qui sont assez faibles pour parvenir à ses fins, à avoir le droit, elle aussi, d'exercer la peinture. Parce qu'on découvre au début que, en fait, celle qui est très douée, enfin c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas celle qui est très douée pour les études académiques, c'est elle et pas son frère. Donc elle va utiliser de moyens pas toujours très moraux pour y parvenir. Alors, en plus, vous venez d'y faire allusion, mais elle est bloquée. Parce qu'en 1859, les femmes n'entrent pas dans les institutions de la République qui sont dédiées à l'étude de la peinture. Elle peut prendre des cours privés, ce qu'elle décide de faire à un moment avec Couture, mais elle finit par, entre guillemets, user d'un subterfuge pour rentrer à l'Académie des Arts. Voilà, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les beaux-arts n'étaient pas interdits aux femmes, mais implicitement oui. C'est-à-dire que aucune femme n'osait postuler pour les beaux-arts. À l'époque, la seule peintre qui a vraiment du succès, c'est Rosa Bonheur, dont on parle aujourd'hui, mais elle-même n'a pas fait le parcours des beaux-arts parce que ce n'était pas possible. Et pour avoir du succès et avoir le droit de pratiquer, elle a peint dans un registre dit mineur qui est la peinture animalière. Voilà, donc oui, elle utilise un subterfuge, donc elle a un prénom épicène, j'aime bien ce mot, hein. Swann, c'est masculin comme féminin, et elle va se faire couper les cheveux pour pouvoir rentrer aux Beaux-Arts, et où elle va susciter la jalousie de ses camarades parce qu'elle est extrêmement douée. Comment vous est venue l'idée de cette histoire ? Moi, en fait, j'avais vaguement un projet autour de la peinture. Je ne pensais pas du tout le faire sur la peinture moderne. Et puis, en lisant, je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Pourtant, j'ai fait des études d'art, j'ai lu beaucoup de biographies d'artistes, de peintres, etc. Mais ce qui me manquait, c'était une notion plus collective de cette aventure. Et puis c'est quand même un moment extraordinaire dans l'histoire de France parce qu'en réalité, on va dire en 30 ans, on va avoir autant de grands peintres qu'en 3 siècles, quoi. Donc il s'est bien passé quelque chose de très particulier, il faut le dire quand même à Paris et même dans juste 2-3 quartiers, c'est-à-dire les Beaux-Arts, quelques cafés, quelques ateliers et tout l'art moderne. On va avoir 30-40 ans d'artistes français mais aussi d'artistes du monde entier qui vont bouleverser le monde de l'art. Donc je voulais raconter ça à hauteur d'hommes et on va dire de femmes justement pour voir aussi comment ça se passait dans les ateliers, aux Beaux-Arts, les rapports avec le maître, les rivalités entre étudiants, les concours, le salon, qui est tout un parcours du combattant pour le peintre de l'époque pour simplement même avoir une clientèle. Et voilà, c'était ce que je voulais montrer à travers cette aventure. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y avait pas d'approche synthétique de cette transformation de la peinture. Et alors, vous pensiez que finalement, si j'ai bien lu au travers des interviews que vous avez données, que le fait de créer un parcours affectif à travers ces deux personnages que l'on suit comme une narration, c'était une possibilité de mieux synthétiser et de mieux montrer ce renversement qui s'était produit à cette époque. Oui, ce que je voulais montrer à travers Swann et Scotty, c'est que Swann, en réalité, qui est un peu le personnage rebelle, elle va être, en fait, dans son approche, elle va réussir de manière académique. Et lui qui pense être un raté, parce que quand il rentre aux Beaux-Arts, ça ne marche pas du tout, il pense qu'il est mauvais, etc. Il est mauvais pour une certaine peinture. Et en fait, dans le deuxième tome, il va partir à la campagne, il va découvrir toute cette peinture de plein air, etc., qui va aussi offrir d'autres territoires d'expression pour les artistes. Donc c'était vraiment raconter tout ça et sans manichéisme, c'est-à-dire que
les académiques ne sont pas des méchants ou des gentils, mais c'est plutôt l'institution. Et puis, c'est des règles très, très sévères pour pouvoir faire carrière. Il faut suivre quand même la voie académique. Parce qu'il faut voir que la plupart des peintres modernes, c'est des bourgeois en fait qui n'ont pas besoin de Manet, Degas, même Monet qui est présenté comme quelqu'un de pauvre. En fait, c'était un fils de pharmacien. C'était quelqu'un de très dispendieux et qui aimait beaucoup bien s'habiller, pour peindre la gare, sa gare, il s'est mis à louer un autre appartement. Enfin, donc il y a plein de choses. On a pas mal simplifié ça avec les bons, les mauvais, les académiques, les modernes. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, sur le 3e tome qui vient, on aboutit à la... C'est pas la conclusion de cette histoire, mais en tout cas, c'est la conclusion du début de cette histoire. C'est-à-dire, c'est l'avènement du Salon des Refusés qui va mettre en lumière toute cette génération et tout ce que l'école académique a rejeté, quoi. Alors, il y a une question, c'est que vous traitez tout ça en bande dessinée et qu'on sait, dorénavant, avec les études modernes qui recouvrent l'histoire de la bande dessinée, qu'elle est beaucoup plus proche du dessin de presse, de la caricature, et finalement très opposée à la peinture dans une certaine mesure. On a même des caricatures qui dénoncent les toiles exposées aux refusés, qui sont assez sévères. Hein. Gilles ou, par exemple, le grand caricaturiste se gêne pas. Vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous êtes auteur de bande dessinée, vous vous attaquez à un sujet artistique, mais à quel moment vous vous dites comment je vais retranscrire finalement cette effervescence, ces toiles, sans les montrer? Et vous ne montrez aucune toile. Vous auriez pu utiliser un système de photorepro ou des choses. Oui, en fait, moi, c'était vraiment une question très importante au départ, et j'ai décidé très vite de ne pas les montrer parce que d'abord... aujourd'hui, avec nos téléphones portables, si on se pose une question sur un tableau, on peut le voir directement. Et je parle plus des relations entre les artistes, l'institution, l'apprentissage, etc., que les toiles elles-mêmes. Ce qui m'intéresse plus, c'est la réaction des gens par rapport à une toile. La toile, on peut la voir à travers Internet, aller au musée, etc. Mais les montrer, en plus, dans un registre graphique, mettre un montage d'une reproduction, etc., je trouvais que c'était vraiment problématique et c'était vraiment pas le sujet. Je suis assez rétif à des trucs qu'on peut voir dans des films ou même des bandes dessinées, on voit les gens qui se mettent devant un tableau, devant les Demoiselles d'Avignon, et qui disent « Ah, quel chef-d'œuvre extraordinaire qui va révolutionner l'histoire de la peinture !» En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Quand on lit les témoignages, par exemple, sur les Demoiselles d'Avignon, même les plus pointus se disent bon, Picasso a fait un truc, je ne sais pas trop quoi en penser. Et c'est normal. Et moi, je me dis, à l'époque, je serais devant un Cézanne, je pense que j'aurais fait la tronche, quoi. Donc, il s'agissait d'être plutôt proche des gens de l'époque, de comment on voit un moment dans le tome 3, ils vont à une galerie, une des premières galeries privées où ils vont voir des Manet. Et je retranscris un peu la réaction des gens qui disent « Je ne sais pas s'il se fout de nous, s'il ne veut pas terminer ses tableaux, qu'est-ce qu'il veut nous dire, etc. » Et je pense que c'est entre ceux qui détestaient ça, ceux qui aimaient vraiment et ceux qui, comme beaucoup, je pense, d'entre nous, auraient plutôt été dubitatifs ou seraient dit un peu « Je ne sais pas trop quoi en penser, quoi. » Moi, au mieux, je pense qu'à l'époque, j'aurais probablement aimé Degas très vite parce qu'il y a une rigueur dans le dessin qui fait que, voilà. Manet, que j'adore, hein, je pense que ça aurait été plus compliqué. Il est vrai que Degas est peut-être le plus le plus dessinateur de toute cette équipe. Tout à fait. Hein, parce que alors on croise Courbet, bon, lui c'est l'autre génération, Ingres, Delacroix, Boudin, Couture, c'est la génération qui précède, les anciens romantiques ou les classiques avec Ingres. Et puis on voit arriver ce jeune homme Manet que Swann rencontre par hasard au Louvre, puisqu'il est copiste. Alors ce qui est intéressant dans votre ouvrage, dans les deux, c'est qu'effectivement vous nous faites rentrer de l'intérieur le ressenti des peintres, par exemple comment ils réagissent quand ils sont copistes au Louvre, comment Roqueplan, qui est donc un maître entre guillemets, découvre la peinture en tube. Hein, c'est alors l'école de Barbizon, on appelle ça la peinture dehors. Et donc vous essayez de nous faire comprendre finalement de l'intérieur comment cette peinture se bouleverse. La question c'est, on est en 1859, on est vraiment aux prémices de ce bouleversement. Et vous voulez nous conduire jusqu'où comme ça? Parce que 3 tomes, vous nous dites c'est fini, mais en fait on va s'arrêter en 1860 quoi là? Là en fait en 63 quand on a le déjeuner sur l'herbe. Et
En fait, c'est jalonné par 3 tableaux de Manet qui sont pour moi les 3 jalons de cette naissance de l'art moderne. C'est-à-dire le premier qui a été refusé, c'est-à-dire le buveur d'absinthe, le chanteur espagnol qui a été accepté, et à ce moment-là, il devient un peu on va dire le leader de cette jeune génération. Et puis le scandale du déjeuner sur l'herbe, avec évidemment après, il y aura l'Olympia de Manet. Mais le déjeuner sur l'herbe et le salon des refusés, c'est la fin de ce début, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est vraiment, on ouvre une porte qui ne va jamais se refermer. Moi, dans l'idéal, c'était l'idée de faire un feuilleton, un vrai soap. Et pour moi, grosso modo, quand Picasso arrive, quand on est en 1900, c'est lui qui va boucler cette histoire. Il meurt en 1970. L'art moderne, ça se boucle grosso modo avec Picasso, pour moi. Toujours à l'occasion de cette 49e édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, en direct et avec Negib sur les plateaux, pour nous parler d'une série qui s'appelle Swann, l'aventure des impressionnistes en bande dessinée. Et les 2 premiers tomes sont parus aux éditions Gallimard. Et le 3e est à venir pour le 13 avril prochain. Vous nous parliez, Negib, de la volonté que vous aviez de nous faire comprendre de l'intérieur un petit peu comment ce petit monde-là était né. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué véritablement, c'est la manière dont picturalement vous avez traité ceci. Vous usez d'un trait relativement sec, en noir et blanc, et puis des bichromies. Vous jouez constamment sur la bichromie. Pourquoi avoir choisi finalement ce parti d'une bichromie très épurée et d'aplats de noir, assez, comment dirais-je, jeté, et qui donne une impression de vivacité assez intense à l'intérieur de cet album? Alors moi, depuis mes débuts, en fait, j'ai toujours utilisé une gamme assez restreinte de couleurs, parce que je veux l'utiliser vraiment dans une dynamique de récit. Et ce que je voulais vraiment retranscrire dans Swann, c'est justement cette vivacité et cette vitesse. Parce que c'est vrai que quand on représente cette époque, on peut la... Pour nous, c'est une époque assez lente. À l'époque, c'est vraiment une question de vitesse. C'est-à-dire, il y a le train qui arrive. C'est ça qui va faire sortir aussi les peintres de Paris, bouger, aller à la campagne, etc. Il y a le tube dont vous parliez. En fait, le tube, c'est... de peinture. De peinture, oui, pardon. C'est pas les tubes de musique. C'est pas YouTube. Et avec ça, en fait, on n'a plus à préparer pendant des heures ces pigments. En fait, on sort de l'atelier. C'est-à-dire, il y a toute une dynamique. Et puis, Paris il y a Haussmann qui arrive. Donc, c'est vraiment une ville en ébullition où... en gros, si on était aujourd'hui, c'est Hong Kong ou New York, quoi. C'est-à-dire que, et évidemment, quand on montre cette époque-là, les chapeaux haute forme, toute cette époque, on a l'impression que c'est assez lent, mais en fait, selon les critères de l'époque, Paris, c'est vraiment le New York des années 80. Ça va dans tous les sens. Et la peinture moderne, c'est aussi quand même beaucoup une question de vitesse, c'est-à-dire que quand on parle des Demoiselles d'Avignon, quand vous lisez des bouquins là-dessus, ils disent « Oui, Picasso a passé 6 mois pour faire ce tableau. » Mais en fait, quand on fait de la peinture classique, on passe au moins 6 mois à faire un tableau, les recherches, la construction, etc. Et c'est vrai que les peintres de plein air vont faire des toiles en 1 semaine, en 1 journée, ou parfois en 1 heure. On rentre dans un autre monde. Et c'est vrai que moi, les peintres d'aujourd'hui, j'aime bien les peintres qui retrouvent une certaine lenteur, comme David Hockney ou Balthus. C'est des gens comme ça qui reviennent à la patience, quoi. Il y a une idée de la patience qui était plus à la mode à ce moment-là, quoi. Alors, comment vous est venue finalement cette volonté de le traiter de la sorte en bande dessinée? D'utiliser, par exemple, dans les livres précédents que vous avez faits, à savoir l'un sur David Bowie et l'autre sur l'apparition, on va dire, de la photographie au Moyen-Âge, vous aviez un style légèrement différent, certes épuré, mais différent. Et là, comment vous êtes-vous disposé à vous dire, bon, je vais faire comme ceci, je vais utiliser plutôt telle technique que telle autre, je vais utiliser de la bichromie, mais pas de la couleur aquarelle ou de l'acrylique, ou comment sont passés les choix pour que ça soit adapté à votre propos? Alors encore une fois, c'était d'abord retrouver cette idée de vivacité et de rapidité dans le trait, que ça se ressente aussi à la lecture. Et puis après, moi, j'étais vraiment calé sur l'idée de feuilleton. Je regrette qu'aujourd'hui, on n'ait plus de journaux comme à une certaine époque pour pouvoir tomber mes pages chaque semaine, etc. Mais je me suis mis dans ces conditions-là.
pour pouvoir avancer comme dans un feuilleton, parce que le roman du 19e, en grande partie, c'est des feuilletons. C'est-à-dire quand vous lisez, ça paraissait dans la presse, et quand vous lisez un chapitre... moi, j'avais 20 minutes de transport pour aller à mon bureau. Et donc, chez Zola, c'est 20 minutes, vous lisez un chapitre ou deux, et vous êtes un peu en haleine, vous avez envie de lire la suite. Donc, ça ressemble à nos saisons de séries aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un chapitre ou deux, c'est un peu un épisode, quoi. C'est ça. Et c'était essayer de trouver cette vivacité, ces conditions aussi où, là en ce moment, je relis les Trois Mousquetaires à mon fils, et on voit que, alors c'est super bien écrit, enfin voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais on voit que de temps en temps, dans un chapitre, il a dû trouver une idée parce qu'il n'avait pas d'idée, donc il se dit tiens, je vais décrire chaque pièce de chaque... et c'est super marrant, c'est super drôle, etc. Donc on voit que la contrainte de la vitesse... était très importante, et c'est comme ça que des idées nouvelles aussi sont apparues. C'est la contrainte du feuilleton, de la rapidité, de la vitesse, quoi. Et puis on a l'époque de Jules Verne aussi. On est à l'époque de Jules Verne. On creusera les premiers métros d'ici une trentaine d'années, là, environ. Et c'est vrai que Paris est une ville en effervescence qui veut concurrencer Londres, la capitale du monde, et pour devenir la vraie capitale de la lumière et de l'art. Ce qu'elle réussira d'ailleurs, en dépit de l'importance économique londonienne, c'est quand même Paris qui s'imposera comme la grande ville de l'art et de la lumière. Et il y a un personnage que vous semblez aimer plus que d'autres, parce que vous en faites quand même un peu l'amant de Swann, c'est Manet. Et Manet, il est là depuis le début, vous le suivez. Alors pourquoi cette petite préférence, on va dire, pour Manet par rapport à tous les autres peintres que vous évoquez, qui sont plutôt secondaires, alors que Manet, lui, avec Degas, peut-être sont les deux seuls que vous suivez peu. Alors là, je les adore tous les deux, mais le grand frère, c'est Manet, de toute cette génération. C'est-à-dire il a 8 ans de plus que Monet, tout ça, etc. Et c'est lui qui ouvre les portes. Parce qu'à ce moment-là, Degas, lui, est beaucoup plus renfermé. Il ne participe pas au salon. Oui. Mais il est beaucoup plus introverti, et il va venir plus tard, parce que lui, en fait, la stratégie de Degas est opposée à celle de Manet. C'est-à-dire que lui, il veut pas... Manet, lui, dit il faut gagner la bataille au cœur du système, de la matrice. Donc lui, il va au salon, il s'en prend plein la gueule, mais il continue. Degas n'y va jamais. Et c'est Degas qui organise les premières expositions impressionnistes. C'est même lui qui accroche... Enfin, il est très, très investi, quoi. Donc c'est vraiment... et Degas a 2 ans de moins que Manet. Donc eux, ils commencent... C'est pour ça que dans Swann, on voit un petit peu... Dans le 3, on voit un petit peu Renoir, on voit aussi Monet, qui sont encore des genoux, quoi. Ils ont 20 ans, ils arrivent, ils découvrent. Mais Degas et Manet, qui sont en plus les Parisiens. Donc eux, ils sont depuis longtemps dans cet univers bourgeois. Et tout le monde se connaît, tout le monde va dans les mêmes endroits, tout le monde va à l'opéra, tout le monde va... Enfin, ceux qui dessinent vont au Louvre copier, etc. Donc c'est tout un petit monde. Et le grand frère, le hussard, celui qui va ouvrir la porte, c'est quand même Manet. C'est lui qui le premier va au salon avec une nouvelle proposition. C'est le premier qui scandalise, etc. Degas a toujours été plus en retrait. Oui, vous en faites un personnage de gars qui correspond d'ailleurs à ce qu'on en connaît, comme quelqu'un de plus taciturne, plus réservé, un peu voyeur, puisqu'à un moment on surprend des croquis qu'il a réalisés de Swann, dont il est secrètement amoureux, et après on le voit travailler avec les petits rats. Et il a cette phrase qui est très intéressante, il échange avec un autre peintre, et l'autre lui dit « C'est fantastique ce que tu fais, mais comment as-tu pensé à faire des danseuses ?» Et l'autre lui répond « Je ne comprends pas comment personne d'autre que moi y a pensé. » Je trouvais que c'était très bien, ça résumait exactement le talent et comment dirais-je, le décalage qu'il y avait de Degas par rapport au reste de... Il n'a jamais été impliqué comme Manet dans le monde de l'art. Il a toujours... Enfin, Degas est vraiment un personnage très complexe. J'ai lu toutes ces... C'est bio. Non, pas... Oh, oui, c'est bio, mais surtout, il a écrit des lettres, etc. Marie Cassatt, des choses comme ça. Oui, et même à ses proches, beaucoup à sa famille, etc. Et c'est très difficile de savoir quoi que ce soit de sa psyché. Après, on regarde ses œuvres, c'est certain que c'est un voyeur, c'est-à-dire que, en tout cas, sa peinture, c'est la peinture d'un voyeur. Il regarde derrière la serrure de la porte, derrière la porte, dans les coulisses. Il est rarement... alors que Manet, c'est vraiment le mec frontal qui... c'est l'odalisque qui se montre. C'est ça. Il est là, c'est clair, c'est radieux, il y va à fond. Degas, c'est... Donc, on essaye de reconstituer des choses. On sait... on lui connaît aucune histoire d'amour, quasiment.
Probablement, il n'en a eu jamais. On ne sait même pas ce qui se passait. Une des hypothèses, en effet, c'est quand il allait au bordel, c'était peut-être uniquement pour dessiner, les prostituées. On ne sait absolument pas s'il avait... Il y a eu toutes les hypothèses, soit asexué, soit juste les prostituées, soit homosexuel, misogyne, machin bidule. Tout ça est très complexe. Par exemple, on dit qu'il est misogyne, mais en fait, il est dur avec tout le monde. Mais c'est le premier à reconnaître publiquement et à aider des femmes, que ce soit Marie Cassatt ou que ce soit Suzanne Valadon, et il le dit explicitement dans des lettres, Donc, c'est un... Alors, il est passionnant parce que il est très difficile à comprendre. C'est un génie, mais il est vraiment très difficile à comprendre, alors que Manet, ses idées sont claires. C'est un personnage beaucoup plus solaire et beaucoup plus ouvert. Ce qui équilibre d'ailleurs votre composition dans l'album, parce que d'un côté, on a d'une façon claire le personnage de Manet qui est quasiment le héros avec Swann. Et puis on a ce contrepoint d'une autre manière d'être, de penser la peinture qui est Degas. La dernière question, parce que hélas, le temps nous est compté, la dernière question, c'est de savoir ce qui va suivre après Swann, parce que le 3e et dernier volume arrive donc aux éditions Gallimard très prochainement, le 13 avril. Est-ce que vous avez déjà l'idée ou vous avez déjà entrepris quelque chose? Ou est-ce que c'est top secret? C'est pas top secret, mais ça va être très différent. Ça sera plus une série, et c'est une histoire d'enfance. Voilà, c'est des enfants. C'est pas autobiographique, mais c'est des enfants en Tunisie dans les années 80 qui partent dans une aventure du quotidien, on va dire. Quelque chose à voir avec vous, parce qu'on va le dire, vous êtes né en Tunisie, Vous y avez vécu jusqu'à vos 10 ans, je crois. C'est ça, oui. Et donc, oui, je me suis nourri j'ai une idée qui me paraît intéressante, mais c'est une fiction. Je reste très attaché à la fiction. Je peux utiliser l'histoire avec un grand H ou des éléments autobiographiques, mais ça sera encore une invention. Je vous remercie Négib, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que donc les 2 premiers volumes de Swann, cette série donc aux éditions Gallimard, sont parus et que le 3e est à venir le 13 avril prochain et qu'il conclura donc cette grande série, puisque ça va faire en tout pratiquement 500 pages quoi. Oui, un peu plus, ça. 5 à 600 pages. On fera une intégrale de 600 pages. 360, voilà. Donc je vous invite à la lire, c'est passionnant, c'est graphiquement extraordinaire et c'est très enrichissant, pétillant, pertinent. Bref, je crois que j'ai tout dit. On écoute un petit peu de musique et puis on se retrouve avec Wilfried Lupano pour parler ensemble de la Bibliomule de Cordoue et du prix œcuménique Blanc autour, le tout aux éditions d'Argo. Et oui, toujours en direct donc des locaux de la radio pour parler bande dessinée avec un invité prestigieux parce qu'il est quand même assez connu maintenant dans le monde de la bande dessinée et surtout très apprécié, c'est Wilfried Lupano. Bonjour. Alors Wilfried Lupano, vous êtes un auteur connu avec derrière vous un bon nombre de séries. Vous avez même commencé, je m'en souviens moi, avec Alim Le Tanner par exemple, chez Delcourt. Ouais. Enfin avant il y avait eu Little Big Joe, un peu plus confidentiel on va dire. Carrément. Et puis après vous avez entamé une belle carrière, on va pas tous les citer. Moi je me rappelle très bien d'Alim Le Tanner, de Célestin Gobelune. Et puis Le Singe de Hartlepool, ça vous a quand même amené pas mal de louanges. Ouais. Et puis il y a eu surtout l'affaire des vieux fourneaux. Quelle affaire, ces vieux fourneaux, qui dure encore. Qui dure encore. Alors vous avez même participé à l'écriture du scénario. C'était une espèce d'escapade du film, voilà, oui. vers le film. C'est différent d'écrire de la bande dessinée et du cinéma quand même, non ? Il y a certaines étapes qui sont différentes. Ouais. Il y a plus de points communs que de différences quand même. Mais oui, il y a des différences et notamment le cinéma a un coût que la bande dessinée n'a pas. Donc la bande dessinée, c'est super. Il suffit de trouver le bon dessinateur et on peut lui demander de dessiner n'importe quoi et il y arrive. Alors que dans le cinéma, tout a un coût. Et c'est ce qui change l'écriture. C'est ce moment où à chaque fois qu'on écrit une scène, on entend le tiroir caisse de ce que coûte la scène. Ouais. Les vieux fourneaux, alors je répète pour ceux qui auraient vécu sur la planète Mars depuis un certain nombre d'années, c'est une série qui a quand même extrêmement bien cartonné, comme on dit, avec les guillemets. Vous avez donc même eu l'occasion de voir son adaptation en film. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre carrière en tant que scénariste de bande dessinée, ou est-ce que c'est un épiphénomène parmi d'autres ? Ah non, ça change énormément de trucs quand tu arrives à de telles audiences en fait avec une série. Tu te retrouves véritablement avec une tribune, avec un espace d'expression qui est
quelque chose que tu recherchais inconsciemment, enfin, pas forcément consciemment, mais quand tu l'as, tout à coup, il y a une sorte de responsabilité qui va avec. Donc, C'est quoi cette audience? Ça se chiffre à combien? Vous savez à peu près combien se vend un exemplaire ou la totalité de la série depuis le début? La totalité de la série depuis le début, on doit être à 2 500 000 exemplaires, un truc comme ça. Ah, Fichtre, oui, Ouais. on est plus proche de Titeuf que... Non, non, quand même pas. Titeuf, non, Titeuf c'est beaucoup plus, mais c'est quand même très très bien. Oui, moi j'avais vu qu'un Titeuf c'était 1 million à peu près, à chaque sortie, 900 Ouais, 000. voilà. Non, mais moi je parle de la série totale Ouais, à 2 500 000. Ça veut dire que là, le dernier album, je pense qu'on a dû en vendre 250 000, quelque chose comme ça, et qui fait revendre de tous les autres. Oui. Et comme on a déjà 6, ça se cumule, quoi. Voilà, c'est plutôt de cet acabit-là. Le film, ça a relancé la machine? Ouais, clairement, ouais, ça aussi, ça apporte toujours. Ça permet d'aller toucher d'autres personnes, voilà. Et il y a un deuxième film d'ailleurs qui est en cours de fabrication. Avec les mêmes? Les mêmes sauf Roland Giraud, qui pour des problèmes de santé pouvait pas faire le rôle d'Antoine, et c'est Bernard Lecoq qui le remplace, si je puis dire, admirablement. Ça, avec vraiment, Pierre Richard et Pierre Elie Richard, Elie Mitchell, Elie Bernard Mitchell. Lecoq, Alice Paul, Claire Nadeau, Myriam Boyer. Et c'est quand? Et, en août, mi-août, je pense que ça va sortir. Et là aussi, vous avez travaillé sur le scénario. J'ai écrit le scénario, ouais, comme pour le premier. Alors, on va quand même parler un peu plus de bande dessinée, parce qu'on avait parlé donc du singe de Hartlepool qui vous avait un petit peu révélé, on va dire, aux yeux du public et de la critique. Moi, je voulais parler de Blanc autour. Alors, Blanc autour, c'est une bande dessinée qui est parue aux éditions d'Argo il y a à peine un an, si je me souviens bien, en 2021. Et non, pardon, en 2022, excusez-moi. Et non. En 2015. Qu'est-ce que je dis pas en 2015, en 2020. Elle est sortie en 2021. 2021. Janvier 2021. Et ben voilà, ça s'appelle entre guillemets Mal lire ses fiches. Et c'est un dessin donc de Stéphane Fert. Et Blanc autour a eu aussi les honneurs du prix œcuménique pour les valeurs qu'il véhicule. Alors on va situer un petit peu de quoi parle cet album. C'est inspiré d'une histoire vraie et c'est celui donc d'une jeune femme qui s'appelle Prudence Crandall et on se retrouve à Canterbury dans le Connecticut en 1832. Et quelle drôle d'idée elle a, cette jeune femme. Elle a une idée très simple. Donc ça se passe 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, hein, pour que les gens situent bien de quoi on parle. Elle tient une école pour jeunes filles tout à fait ordinaire et qui à l'époque est déjà un petit peu considérée comme une idée saugrenue, puisque l'éducation des jeunes filles n'est clairement pas une priorité à cette époque-là. Mais effectivement, elle va recevoir un jour la demande d'une jeune fille noire de pouvoir suivre les cours de son école. Et elle va réfléchir, hein, elle a quand même conscience de ce qu'elle fait, donc elle va réfléchir avant de lui répondre, mais elle va lui répondre oui. Et ça va être le début pour elle d'une série d'emmerdes absolument colossaux qui vont en quelque sorte la radicaliser. C'est-à-dire que puisque cette communauté blanche autour de cette école, d'où le titre, se pique de lui faire renoncer à sa seule élève noire, comme elle n'entend pas qu'on lui dicte sa conduite, elle va virer toutes les autres élèves blanches et consacrer son école uniquement à des jeunes filles noires, et donc devenir la première école à avoir reçu des jeunes filles noires. Voilà. Et là, ça va déclencher ce qu'on appellerait aujourd'hui un shitstorm absolument monstrueux qui va aller jusqu'à la Cour suprême du Connecticut, qui va faire voter des lois. Voilà. Et il faudra attendre, si j'ai bien lu, 53 années pour que son combat à elle soit enfin reconnu. Et c'est 4 ans avant sa mort que l'État va lui attribuer, j'ai lu, une pension annuelle de $400 qui a été quand même initiée par une pétition des propres habitants de la ville. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu, avec le temps, quelque chose qui s'est révélé. Oui, une sorte de prise de conscience, probablement. L'école existe toujours aujourd'hui, c'est désormais un musée. Un musée qui raconte l'histoire de cette école et des jeunes filles qui l'ont, dont évidemment de Prudence Crandall, mais aussi des jeunes filles qui l'ont fréquenté. Et c'est comme ça que vous avez rencontré l'histoire au détour d'un voyage ou... Non, pas du tout. J'ai eu l'occasion d'aller dans cette école une fois que j'avais fini d'écrire. Et alors que Stéphane Fert commençait à peine à dessiner la bande dessinée. J'ai pas eu l'opportunité d'y aller avant.
J'ai découvert cette histoire en me documentant sur l'abolitionnisme. Je lisais des livres sur l'abolitionnisme à ce moment-là pour un projet que j'avais. Et je suis tombé sur cette école. Et mon projet sur les abolitionnistes, c'était la mise en opposition de deux abolitionnistes, pour résumer, un blanc qui était pacifiste et un noir qui était beaucoup plus vénère de cette époque-là. Et je me suis rendu compte que j'allais faire une fois de plus une bande dessinée de mecs, avec des mecs entre mecs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce type d'histoire-là était complètement invisibilisé, alors que c'est une histoire incroyable, et c'est une histoire de courage de femmes incroyable, et que même aux États-Unis, il existe seulement 3 livres qui racontent l'histoire de l'école de Prudence Crandall, dont un qui est un livre pour les enfants. Donc c'est vraiment très très peu documenté, alors que les 2 autres gars dont je parle, William Lloyd Garrison et Frederick Douglass, ils ont chacun une bibliographie assez conséquente. Je me suis dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Est-ce que cette histoire, dans la mesure où elle brasse un tas de thèmes, enfin moi j'ai retenu évidemment, outre la question du racisme, mais c'est celle de l'instruction, c'est celle de la condition féminine quand même, Bien puisque là sûr. on est au cœur d'un problème qui est la femme, et ensuite la femme doit-elle être instruite, et en plus quand elle est de couleur. Et quand elle est de couleur, exactement. Du coup, ça nous fait réfléchir sur ces idées de transmission, de changement de la société, de comment cette société blanche à l'époque voit un problème. C'est ce qui m'a fasciné, c'est que à l'époque, la Constitution américaine n'a que 50 ans au moment où cette affaire se produit. Et la Constitution américaine, elle est basée sur la philosophie des Lumières, exactement comme la nôtre. Et pourtant, 50 ans après avoir mis en place cette Constitution, des gens normalement éduqués et normalement intelligents, entre guillemets, en arrivent tous collectivement à considérer que le danger suprême qui les guette, c'est une école dans laquelle une vingtaine de jeunes filles de 9 à 17 ans ont décidé de venir s'instruire. Et ils vont collectivement, parce que ce qui est fou, c'est que dans cette petite ville de Canterbury, dans le Connecticut, il n'y a eu personne pour les soutenir. Elles n'ont pas trouvé un soutien dans la ville. Il y avait des soutiens à l'extérieur, mais dans la ville, il y avait une unanimité pour écraser cette école et ce projet dans l'œuf, quitte à accomplir des trucs parfaitement dégueulasses du type charogne dans le puits pour qu'elles tombent malades, refuser de les alimenter, le médecin a refusé de se déplacer quand elles étaient malades. C'est quand même vraiment, on est dans un harcèlement de meute qui, moi, m'a fasciné dans une démocratie aussi jeune qui s'était dotée d'outils extrêmement bien pensants. Mais qui en réalité ne concernait pas tout le monde. C'est toujours pareil, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle we the people, nous le peuple. Qu'est-ce qu'on entend là-dedans, voilà. Et alors comment, avant qu'on passe à la suite et qu'on parle un petit peu de la bibliomule, comment avez-vous travaillé et comment avez-vous déjà rencontré Stéphane Fert? Est-ce qu'il utilise un procédé graphique très vaporeux, avec une touche assez douce de couleur, un dessin plutôt rond? On est quasiment presque à l'antithèse de la violence de ce qui est raconté. Exactement. Moi, ça me paraissait nécessaire de prendre un pas de recul par rapport à la violence de la réalité historique. Sinon, je trouvais que la bande dessinée... en fait, cette histoire est effectivement impitoyable. Et le travail de Stéphane apporte une douceur, mais aussi une dimension fabuleuse, au sens de fable. C'est un peu un conte initiatique. On a décidé de se focaliser, d'éviter trop toute la partie juridique, combat judiciaire qu'il y a pu y avoir autour de cette école, et de se concentrer sur le groupe de jeunes filles, et de créer, oui, presque un conte un peu onirique autour de cette expérience de sororité qu'elles vivent à ce moment-là, quoi. Le tout, et après on va passer à autre chose, le tout accompagné d'un titre qui lui-même est assez étrange, Blanc autour. Alors vous l'avez expliqué, mais est-ce qu'on peut développer un petit peu quand même cet étrange titre, Blanc autour? Ah, et Blanc autour, c'est pourtant ce qui m'est venu assez rapidement, parce que quand je réfléchissais à cette école, à ce qui s'est passé, j'imaginais vraiment ce petit bâtiment qui est entouré d'une communauté blanche qui est comme une espèce de mâchoire qui veut se refermer sur sa proie. Et donc, évidemment, on parle de jeunes filles noires,
on a l'air de parler de jeunes filles noires, mais ce dont on parle en réalité, c'est d'une société blanche, patriarcale, oppressante, stigmatisante, apartheidisante, etc. Et plein d'autres mots en zante. Toujours en direct des studios de RCF Charente à Angoulême, à l'occasion bien évidemment de cette 49e édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, cette année un peu retardée pour des causes mystérieuses. Je crois qu'il y a eu une sorte de virus qui aurait fait que la bande dessinée en aurait pâti. Et toujours en compagnie donc du monsieur que vous entendez derrière moi qui s'appelle Wilfried Dupano, scénariste donc des vieux fourneaux, ça je le dis pour le grand public, mais pour les gens qui comme moi aiment vraiment la bande dessinée, surtout scénariste donc de Blanc autour dont on vient de parler avec Stéphane Fert et surtout et aussi, évidemment, voilà, 3 fois, La Bibliomule de Cordoue, qui est un album merveilleux, qui a beaucoup marqué la critique et aussi bien le public. Il est paru il y a très peu de temps, c'était en 2021, ça a dû sortir au mois d'octobre, un truc comme ça. Fin novembre 2021. Alors c'est un gros pavé, on va dire ça, 264 pages, qui a été dessiné par Léonard Cheminot d'une plume ou d'un pinceau très léger, très alerte. Et encore une fois, je dirais comme dans Blanc autour, il y a ce contraste extraordinaire entre finalement un scénario qui est assez profond, on va dire, qui semble vouloir dire un tas de trucs, et puis une manière de raconter très légère, très enlevée, et soutenue par un dessin qui lui aussi est très dynamique et fait finalement une fluidité incroyable. Donc La Bibliomule de Cordoue, pour expliquer un tout petit peu, c'est une histoire rocambolesque d'un vieil eunuque qui est donc le bibliothécaire de Al-Mansour, c'est bien ça? Je dis pas de bêtises. Non, pas de Al-Mansour, vraiment. Enfin, des 2 califes précédents, voilà. Donc dans le califat de Cordoue au Xe siècle en Espagne. Il est bibliothécaire en chef de la plus grande bibliothèque du monde occidental à cette époque-là, c'est-à-dire celle de Cordoue. Et or, il est prévu un triste nettoyage de cette bibliothèque, puisque donc la quasi-totalité des livres va être brûlée pour des raisons politiques expliquées dans le bouquin. Et notre archiviste en chef... alors c'est là, Tarid. C'est là la partie fictionnelle de mon récit. J'imagine que cet archiviste en chef, qui s'appelait vraiment Tarid, hein, on a son nom qui nous est parvenu, ne pouvant se résoudre à avoir cramé tous ces livres auxquels il a consacré sa vie, va en sélectionner un certain nombre, mais évidemment beaucoup trop, s'il n'arrive pas à s'arrêter, et les entasser sur une mule qu'il a trouvée par là, qui passait par là, et décide de fuir Cordoue nuitamment pour essayer de sauver une espèce de concentré du savoir universel sur le dos d'une mule acariâtre. Voilà. Et d'aller les mettre à l'abri quelque part, mais il ne sait pas où, il n'a aucune idée d'où aller. Et il est accompagné sur sa route par Loubna, qui était une copiste du quartier des femmes copistes, puisqu'il y avait tout un quartier de femmes copistes à cette époque-là à Cordoue, et par Marwan, un de ses anciens élèves qui a fui le giron silencieux et intellectuel de la bibliothèque parce que ça le saoulait, et qui est devenu bandit de grand chemin. Alors, vous avez choisi une période assez intéressante, le Xe siècle, Al-Andalus, c'est quand même un moment, on va dire, de plénitude historique, où il y a une forme de tolérance religieuse d'ailleurs, et vous montrez comment tout cela peut se désagréger relativement vite, et que la belle société arabo-musulmane commence finalement à craquer dans une certaine mesure, et laisse voir les futurs taïfas qui seront finalement ces petits royaumes arabes qui ne retrouveront jamais véritablement la culture et la beauté de ce qu'était Al-Andalus. Donc est-ce que c'est pour montrer à un moment que quand on met en jeu la culture, on risque d'affaiblir l'ensemble du corps politique ? On parle surtout d'une époque où, effectivement, les destins des royaumes sont liés à la volonté d'un ou deux hommes, puisque donc ce sont des équivalents d'empereurs. Les califes, ils ont tout pouvoir, et donc les politiques qu'ils impulsent ont un vrai impact dans le temps. En l'occurrence, 2 califes, Abdelrahman III et son fils Al-Hakam II, qui ont profité d'une période de prospérité économique du royaume, et de relative paix avec les royaumes chrétiens qui étaient donc au nord de l'Espagne,
pour développer les sciences, la culture, le droit, la culture du peuple aussi. Ils ont construit des universités populaires, gratuites. Ils faisaient traduire les livres du grec ou du perse ou du syriaque en arabe vernaculaire pour que tout le monde puisse s'instruire. Donc ils étaient vraiment partis dans cette direction avant qu'un homme vienne lui proposer un autre modèle, c'est-à-dire un modèle basé sur la guerre. Et pour financer cette guerre, eh bien, le recours, comme toujours, au crédit, aux armées de mercenaires, et donc à une forme de ruine de l'économie, et qui va mener effectivement donc au morcellement de l'Empire et à l'explosion de l'Empire. Et à une épuration. Ce qui est quand même dramatique, c'est qu'on aperçoit, alors vous y faites allusion, on aperçoit les autodafés. Alors le petit pavé historique en fin d'album nous explique que finalement on n'a aucune assurance que ça ait brûlé aussi longtemps, mais ce qu'on sait c'est qu'on a brûlé ces livres qui étaient des incunables, si j'ose dire. Oui, oui, absolument. Alors il y a un flou historique sur le nombre de bouquins qui ont cramé. On a une source arabe qui dit que le feu a mis 6 jours à s'éteindre, ce qui laisse penser quand même qu'il y avait un certain nombre de bouquins, mais ce qui n'est pas non plus une certitude de véracité, parce que les chroniques écrites à l'époque étaient souvent fumeuses. Sans jeu de mots. Voilà. Donc on n'a pas... On retient simplement le geste, c'est lui plutôt que la quantité, quoi. Ce qui est important, c'est que les religieux radicaux de l'époque ont vu leur autorité sapée par cet appétit qu'avaient les califes pour les sciences et la culture, notamment étrangères, cosmopolites, grecs, syriaques, perses, et que les oulémas voyaient leur échapper cette autorité naturelle qui leur était conférée par le Coran, et qu'au moment où quelqu'un a voulu prendre le pouvoir, donc le vizir qui deviendra Al-Mansour, eh bien, ils ont la possibilité de lui proposer ce pacte diabolique qui est nous, on peut te soutenir, mais en échange de notre soutien, tu vas nous faire le plaisir de cramer tous ces trucs et de faire en sorte que le peuple sache que désormais, le seul livre qui vaut la peine d'être lu, c'est le Coran. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, évidemment, c'est l'instrumentalisation du religieux par le pouvoir, comme d'habitude. Il n'est pas question de croyance dans ce livre, en fait. Il en est question à plein de petits moments, de manière épisodique, et notamment sur la relation que chaque croyant peut avoir avec sa croyance. Mais le fond de l'affaire, c'est toujours ce rapport entre croyance et pouvoir. Est-ce que vous croyez justement que pouvoir et religion sont incompatibles ? Non, pas du tout. Je crois même l'inverse, en fait. Je crois que toute forme de pouvoir est une forme de religion, même quand ça devient un culte de la personnalité. Comme l'ont démontré les dirigeants communistes, par exemple, qui se proposaient de tuer Dieu et qui l'ont remplacé par eux-mêmes. On voit bien qu'en fait, systématiquement, ça procède de la même énergie adoratrice, en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler ici d'idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique à ce moment-là ? Oui, complètement. Complètement. Al-Mansour est le premier aussi à développer un culte de la personnalité autour de lui. Ça fait partie des... Non, en tout cas, à ces époques-là, ça n'a pas de sens d'essayer de séparer pouvoir et religion. Ça n'a pas de sens et ça n'aura pas de sens encore pendant 1000 ans. Ouais. On est vraiment, là, rappelons-le, au Xe siècle. C'est vraiment... tout ça, et les religions révélées, notamment, sont très jeunes et très dynamiques à cette époque-là. Alors, il nous reste hélas très peu de temps. Moi, j'avais juste envie de vous poser une question, mais vous avez mis 2 ans et demi pour l'écrire ce scénario. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez mis 2 ans et demi en gros avec Cheminot pour le faire. C'était une œuvre différente dans tout ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai mis très longtemps à l'écrire, d'abord parce que j'ai fait beaucoup de recherches documentaires. Je connaissais, quand je me suis lancé là-dedans, pas grand-chose sur l'islam médiéval, ni sur le califat d'Al-Andalus. Ça parle de transmission du savoir, ça parle de l'art de la copie, de la diffusion, ça parle de l'amour des livres, tout simplement, et de l'histoire des livres et du savoir.
Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, ça m'a pris beaucoup de temps d'abord de me former avant de me mettre à écrire en fait sur ce sujet. Et après, comme vous l'avez précisé, il y a 257 pages, Léonard a mis 2 ans et demi à les dessiner, donc en tout on a mis 5 ans à faire ce bouquin, on l'a commencé en 2016. Enfin je l'ai commencé en 2016, il l'a fini en 2021. Vous êtes intervenu sur la partie graphique ou il a fait ce qu'il a voulu? Ah non, bien sûr, je suis intervenu, on fait tout à deux, en fait, à partir du moment où on se lance dans le livre, enfin, je lui ai proposé mon scénario, à partir du moment où il s'est lancé dans cette histoire, c'est devenu notre histoire, et chaque page, on l'a réalisée ensemble. Il propose un storyboard, donc une version au croquis de la page, on revient dessus, on la retravaille, on explore son storyboard, on essaie de l'améliorer. Pareil pour les recherches graphiques, sur les personnages, sur les décors. Il me soumettait systématiquement toutes ses propositions. Mais c'est quelqu'un de très très créatif, Léonard. C'était un plaisir de travailler avec lui sur cet album. Et surtout de très courageux parce que c'est un morceau. Là, on n'a pas d'image car on fait une émission de radio, mais c'est quand même une mule recouverte de livres pendant 257 pages. Il faut la dessiner. Et il a mouillé le maillot. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a une forme de fusion, d'adéquation. C'est-à-dire, votre scénario est à la fois extrêmement sérieux, mais en même temps très enlevé. Et lui, il a un dessin très lisible, mais en même temps limite caricatural et très dynamique. Donc ça crée une sorte de synthèse totalement réussie, qui semble d'avoir séduit d'ailleurs et le grand public comme la critique. C'est un album qui a été très très bien reçu. On en est d'autant plus content que c'était vraiment notre objectif. On a un objectif de grand public sur cet album. C'est vrai que c'est un sujet historique assez tragique, assez intello si on veut, mais nous, on a pris le parti de le traiter par la comédie, l'aventure. Il y a beaucoup de burlesque, il y a... voilà, un ami s'était amusé à dire que c'était un mélange entre Le Nom de la Rose et La Grande Vadrouille. Oui. Et on a bien aimé cette définition parce qu'effectivement, c'est ce qu'on recherchait à faire. Alors, on va rester vraiment, c'est de la toute fin de l'émission, mais sur cette touche humoristique, pour signaler donc et revenir un peu en arrière, les 2 albums. Donc, le premier s'intitule Blanc autour. Il est scénarisé donc par notre invité Wilfried Lupano et dessiné par Stéphane Fert. Il est donc prix œcuménique cette année à Angoulême en 2022. La Bibliomule de Cordoue, toujours aux éditions d'Argo, toujours avec Wilfried Lupano et cette fois-ci Léonard Cheminot pour le dessin. Et enfin, pour l'évoquer, le petit nouveau Viking dans la brume qui est sorti ou qui va sortir. Et qui sort demain, qui sort officiellement demain. Il est en avant-première au Festival d'Angoulême, mais il sort officiellement que demain. Alors moi je l'ai déjà lu, c'est l'avantage d'être journaliste des fois quand même, heureusement. Et là on va dire que vous êtes vraiment dans l'humour, c'est du strip, du mini-strip, et vous accumulez comme ça, vous allez nous en refaire d'autres, des petits Vikings dans la brume. C'est drôle. Je suis en train d'écrire la suite là, parce qu'on a pris pas mal de plaisir à faire ça. Mais c'est une récréation. Ouais, c'est une récréation, mais il y a aussi un boulot historique autour de ça. Et finalement, c'est assez difficile de s'en détacher. Je fais pas mal de recherches historiques sur les Vikings, ce qui me donne envie de raconter des trucs tout à fait fous. Mais je dois ensuite faire un pas de côté en disant non, t'as pris le parti de raconter des âneries. Ouais. Et donc, reste sur ton cap. Et oui, donc c'est l'histoire d'une bande de Vikings qui essaie de continuer à vivre normalement leur vie de Vikings prédateurs et qui voit changer le monde. Et c'est avec votre frère. Et c'est mon frère qui dessine ça, dans un style caricatural, drôlatique. Voilà. C'est des âneries de Vikings avec beaucoup de brume. Voilà. Wilfried Lupano, merci d'être venu. Donc je rappelle une dernière fois pour nos éditeurs à découvrir Blanc autour, prix œcuménique en compagnie de Stéphane Fert, c'est aux éditions d'Argo. Viking dans la brume avec Au hasard, donc votre frère, toujours aux éditions d'Argo qui sort en ce moment même. Et la Bibliomule de Cordoue, certainement, je veux le dire, mon préféré, aux éditions d'Argo, sur des magnifiques dessins de Léonard Cheminot. Merci d'être venu, on vous souhaite un bon festival et de nous offrir beaucoup de bébés par la suite. Merci beaucoup.